Bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire, le 6e webinaire du 9e art à Taïwan, 6e et dernier. Aujourd'hui, il est question de la bande dessinée contemporaine avec Chen Fan Liu et Pei Shan Huang. Bonjour à toutes les deux. Donc, bonjour, vous êtes, on discute avec vous depuis Taïwan. Pei Shan est à Taipei et Xian Fan pardon, à Thaïlande. Vous êtes toutes les deux francophones et vous avez toutes les deux étudié en France. Est-ce que vous pouvez nous confier votre histoire, toutes les deux, avec la France et avec la bande dessinée? Pei Shan, peut-être d'abord. Moi, c'est quand j'étais à l'université à Taïwan, la culture française commençait à m'attirer. Du coup, j'ai regardé beaucoup de films français et j'apprends la langue française un peu. Ensuite, après des études, j'ai passé 3 ans à Marseille. Je faisais des études aux Beaux-Arts. Et là, j'ai rencontré certains dessinateurs aussi et je découvre le roman graphique en France. Après des études, finalement, je pense que j'aime bien certaines cultures françaises et comment les Français réfléchissent et comment vous profitez de la vie. Mais ce que je préfère, c'est quand même la culture d'Asie. Du coup, je suis rentrée en Asie, j'ai réfléchi qu'est-ce que je voulais faire comme création. Et au début, c'était plutôt le film documentaire et j'ai fini par se lancer dans la bande dessinée documentaire. Xian Fan. Oui, j'ai appris aussi le français à lycée et après je suis partie en France et j'ai habité en France pendant 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi-là, j'ai fini mes études en Beaux-Arts à Besançon. Et à cette époque-là, à l'école d'art, j'ai exploré plein de formes différentes en art. Mais c'est vers la fin que j'ai commencé à créer la BD. Et après la France, je suis partie en Écosse pour 2 ans. Et voilà, j'ai fini mon séjour en Écosse et je suis rentrée à Taïwan le début de cette année. Et tu es rentrée à Taïwan juste au mois de janvier. Oui. Et tu nous diras à la fin du webinaire ce que tu y fais maintenant. Oui. Donc, au sujet de la bande dessinée contemporaine, nous regardons un documentaire de Yi Chulin à propos de Ding Paoyen. À tout de suite pour la suite. 从小就很喜欢科幻类的故事，科幻电影、科幻漫画或是科幻小说，所以视觉图像的东西，只要是我喜欢的，好像就蛮容易会让我也想做出一样酷的画面。自己有做梦到自己旅行或是骑车，梦里有一个很像梦里的地图，不知道为什么就我会知道那个是一个很远的地方。 世界边缘之旅最早是参加一个比赛，然后他的首奖就是参观那个安古兰漫画节，刚好蛮幸运得到首奖。然后那时候也是算第一次去欧洲，就第一次算一个人，然后去一个蛮远的地方，然后所以就让我有这个想法，想要画一个漫画，很像故事，它就自己成长的感觉，就是画到哪里它就走到哪里这样。可能漫画里也想 表达说，生活就是会一直不太确定未来会发生什么事这样。2018年8月的时候，就在现在这个地方，就是幻化书店这边有办一个那一本漫画的原稿展。之后其实也是有一个贵人，就是那个丽晶姐。En fait, on a découvert le travail de Pao Yending grâce à une amie autrice taïwanaise qui s'appelle Li Chin et qui sur Facebook, si je me rappelle bien, avait posté quelques images de son travail. Et je sais qu'elle nous avait tagué Misma Édition pour qu'on jette un œil là-dessus. Et c'est surtout ça qui était surprenant aussi, de voir un auteur qui débarque de nulle part, qu'on découvre et de se dire waouh, tiens,
Il y a vraiment quelque chose à faire avec son travail. Il y a une espèce de dessin organique, minéral, avec ce dessin au crayon très charbonneux qui colle parfaitement à l'ambiance. Et il y avait à la fois un petit côté naïf dans les personnages, la façon de dessiner les personnages avec de grands yeux noirs. Il y avait quelque chose de très humain derrière. Et ça tombait plutôt bien en plus parce que Pao Yending faisait une résidence à la Maison des auteurs d'Angoulême, justement l'année où on avait prévu de le sortir. Et donc on s'est d'autant plus dépêché à le sortir pendant le festival, parce qu'on savait que Pao Yending serait là et que ça me paraissait important pour lui de rencontrer son public français. 就他们翻开书，喜欢的表情是可以看得出来，这样蛮开心的，就觉得可以收到一个不同文化、不同语言的读者的喜欢，这样。On a eu de très très bons retours sur le livre. Du coup, on est content, très content on va bientôt publier le Road to Nowhere 2. Voilà, je pense que les lecteurs aussi seront contents de retrouver cet univers, ces personnages et de savoir la suite de l'histoire. 有没有到那个边缘，也希望大家自己去解读，因为我可能也没有给一个太确定的答案。有一个吸引我的点，反而也是小志就是进这个形式，就是独立出版。最初让我想要画漫画，是我想要自己做出一本漫画书出来。到后花书店这边来，又看到，就是原来国外这个东西是很兴盛的，就是那种视觉文化完全不一样，就突然打开视野吧。可能自己在创作枯竭的时候，或是突然有点茫然的时候，就可以来这边逛一下这样。那我们感兴趣，找创作者来聊，创作者愿意一起合作，那就会有展览。所以我们蛮喜欢这个布展或者是一起做展览这个过程。他很善于用超现实的方式回避掉一些现实我们想逃避的东西。那我觉得那个是迷人的。荒花书店这边之后有邀请一个个展，因为上次的展览是我比较漫画原稿式的展览，然后他希望这次的展览是我比较偏绘画的东西。我觉得我自己目前的状态是想要找到一个比较原始，笼统一点是想要就找到一个自己就是开心画画的状态这样。Tien Phan et Pei Shan, on vient de voir dans ce film le rôle important que joue un lieu, une librairie-galerie qui s'appelle White Flowers. S'il y a une scène de la bande dessinée contemporaine ou de la bande dessinée indépendante taïwanaise, cela s'architecture souvent autour de lieux. Donc, est-ce qu'il n'y a que White Flower comme lieu d'échange et de vente pour ces bandes dessinées? Oui, il y a certains endroits à Taïwan qui vendent ce genre de livres autopubliés ou les livres d'artistes. Par exemple, White Flower est une librairie que j'adore et on peut découvrir plein de BD européens là-bas. Et aussi, ce genre d'endroits-là, ils sont souvent un peu mystérieux, un peu discrets. Par exemple, il y a une librairie très connue dans la communauté de la BD taïwanaise qui s'appelle Mangastic. Il est à Taipei. Que l'on voit ici à l'écran. Ouais. Et en fait, il est sous-sol. Tu ouvres une petite porte et tu vois un escalier et tu descends et tu découvres un endroit magique. On peut voir, quand je suis allée là-bas la première fois, j'ai découvert plein de différents mangas que je connaissais pas. Car normalement, les mangas, on connaît, c'est plus. Et dans Mangastic, il y a des mangas que j'ai jamais vus. Et aussi, il y a plein de livres des artistes taïwanais. C'est comme les fanzines que Dinh Bao a dit, les fanzines qui sont dans différentes formes et différents formats, et ils sont toujours publiés par les artistes eux-mêmes. Et c'est là aussi que j'ai commencé à vendre ma première BD là-bas. En fait, c'est la patronne de Mangastic qui a vu ma BD en ligne à cette époque-là et qui m'a contacté au premier et qui m'a encouragé de faire un fanzine et les vendre chez eux. Et voilà, c'est là où j'ai commencé mes livres. Pei Shan, toi, tu essayes de créer un mouvement, enfin, il est déjà créé, mais d'amplifier le mouvement du
du roman graphique à Taïwan. Et quels sont donc les lieux? Est-ce qu'il existe des lieux pour le roman graphique, c'est-à-dire pour passer un petit peu de l'étape de la bande dessinée indépendante et des fanzines pour toucher un public plus large? En fait, je pense que c'est même encore moins de lieux pour le roman graphique que les livres d'artistes. Et c'est un peu spécial au début, en 2013, quand j'ai commencé le Slow Work Publishing. Même si je suis éditeur, mais des premiers tirages, je fais en sérigraphie par moi-même. Donc, j'ai aussi commencé mes ventes en ligne et au Mangasic. Mangasic a ouvert la même année que Slow Work. Et c'est à peu près vers 2013, tout commençait à se développer parce qu'il y a eu le lieu, il y a eu plein de dessinateurs qui commençaient à faire leur funding puisqu'il y a des endroits pour le vendre. Et puis, il y a de plus en plus de petits événements pour vendre ou pour échanger des fundings. Donc, ça commençait à développer. Ensuite, vers 2017, je passais par un peu plus gros. J'ai signé un distributeur. Je voulais vendre mes livres vraiment dans toutes les librairies. Et là, ça marche avec la distribution. Mais il y a un problème, c'est que, comme vous voyez sur l'écran, ça, c'est le plus gros librairie à Taïwan. Un peu, oui, un peu comme Fnac, quoi. Et c'est une chaîne, ils sont partout. Et vous voyez sur le photo, c'est écrit graphic novel. Mais en fait, c'est le mélange de tous les livres avec les images. Tu vois, il y a le manga, il y a l'illustration, il y a aussi un peu de roman graphique, mais tout est mélangé et puis il ne met pas la même catégorie ensemble. Tu vois que les libraires, ils connaissent pas, ils mettent tout ensemble. Donc ça, c'est un gros problème. Puis ça manque la traduction de romans graphiques. Par exemple, le fameux Mouse et Persepolis, on a seulement la version taïwanaise cette année et l'an dernier. Donc, on est vachement en retard, quoi. Et Donc, également Contract with God de Will Eisner, qui est ah oui, ça aussi, c'est début le roman graphique 2020. fondateur. Oui, voilà, donc c'est assez compliqué. Avant, il y avait quelques maisons d'édition publiaient un peu de BD européen, mais pas forcément roman graphique. Ça peut être une BD commerciale. Donc, on a une idée de style européen, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est un roman graphique. Et j'ai passé à peu près 4 ans à parler de ça. Qu'est-ce que c'est un roman graphique? Qu'est-ce que c'est BD documentaire? Et c'est assez difficile. Et à Taïwan, des nouvelles j'ai l'impression qu'il y a plus de fanzines ou BD indépendants que roman graphique en fait, parce que roman graphique, ça prend du temps, et il faut beaucoup d'investissement, il faut avoir des éditeurs qui t'accompagnent de finir la création. Donc, ça manque la scène pour le roman graphique. On va voir que ça manque, mais elle est en train de se créer petit à petit. Oui. Tien Phan, on va plus parler de ton parcours. Donc, tu es étudiante aux Beaux-Arts de Besançon. À ce moment-là, tu ne connais pas trop la bande dessinée, je crois. Et petit à petit, tu t'y intéressais. Tu vas nous expliquer par quel biais. Oui, comme j'ai exploré plein de différentes choses à l'école des beaux-arts et je faisais aussi un peu d'animation. Et c'est vers la fin que j'ai commencé à faire la BD, mais aussi en même temps, j'ai posté des petites animations en ligne sur Facebook. Et les animations, comme je suis très intéressée à l'animation, mais j'ai pas très envie de faire un long métrage, du coup, ça reste toujours comme une image animée ou une image qui bouge, mais en boucle. Et après, par exemple, j'ai vu qu'il y a un concours de la BD numérique, de festival de la BD à Angoulême. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une BD qui mélange un peu d'animation, un peu de son, un peu d'interaction. Du coup, j'ai tenté le concours et au final, euh, j'ai obtenu le deuxième prix du concours. Et Et ça m'a beaucoup encouragée. Voilà, ça ce sont des extraits de cette bande dessinée que tu as présentée au concours d'Angoulême. Oui, voilà, il s'agit d'une fille qui était sourde, qui avait le problème, qui entend pas avec ses oreilles, mais à la fin,
et elle a pu entendre le son. Et c'est là où j'ai mis un peu de son dedans dans la BD. Et aussi comme petit gif, le signe des mains. Voilà, et ça a été ton début dans la bande dessinée. On va voir où tu en es aujourd'hui. Hicham, de ton côté, on a déjà parlé de toi, notamment avec Paul Gravette, et de cette revue Monsoon, la mousson, qui est une revue que tu as voulu axer sur le documentaire. Oui, en fait, avant le mousson, j'ai déjà travaillé depuis 4 ans et je sors à peu près un livre par an et ce sont très petits parce que à cause de beaucoup de choses, surtout, je ne trouve pas vraiment des dessinateurs avec une style assez unique et qui pas manga, pas commercial et qui a une histoire à raconter, une vraie histoire à raconter et qui veut faire un gros album. Donc, j'étais un peu naïve. Je me suis dit, c'est cool le roman graphique, je veux le faire en Asie, mais en fait, c'est pas si simple. Et comme ça, je continue. Pendant 4 ans, au bout de la 5e année, je me suis dit, si ça marche pas, il faut que je fasse quelque chose de plus fort. Je lance un truc plus gros et pour changer des choses. Et si ça marche pas, Slowwork, ça va fermer, quoi. Du coup, c'est ça, je fais le mousson. Et j'ai eu un peu d'inspiration avec la revue dessinée, mais le résultat est assez différent. Mais la première fois quand j'ai vu la revue dessinée, j'étais vraiment impressionnée. C'est énorme pour moi. C'est une revue entièrement une bande dessinée et c'est que des reportages, des vraies histoires. Il y a beaucoup de travail et des recherches derrière. Donc, je me suis dit, avec une revue, on peut à la fois lancer beaucoup d'histoires en même temps, mais différents styles, parce que pendant le début de 4 ans, tout le monde pense que BD documentaire égale parler des problèmes sociaux, mais je vous ai dit que non, c'est pas que ça. On peut parler de la vie quotidienne, on peut parler de la musique, l'architecture, tout ça. Donc, je voulais une fois montrer plus de choses. Aussi que je ne fais pas des livres traduction, mais j'ai envie de montrer que dans le roman graphique, on arrivait où déjà en Europe, ou au Japon, en Corée. Donc, dans chaque revue, je parle de 2 romans graphiques super importants et qui est documentaire. Donc, comme ça, c'est un projet de 4 volumes. Je voulais à la fois former plein d'artistes qui peuvent faire un roman graphique et aussi mettre en collaboration avec des scénaristes ou des journalistes. Aussi que je voulais former le marché, quoi. Donc, c'est ça le projet. Et tu as poussé quand même très loin ton travail d'éditrice, et là d'éditrice fabricante de livres, en mettant dans la même revue, dans le même numéro de la revue, plusieurs papiers différents, avec des textes bilingues en chinois et en anglais. Oui. Tu as été un peu plus loin quand même que la revue dessinée à ce niveau-là. Parce que le marché français est déjà assez grand, mais le marché taïwanais n'est pas assez grand. Oui, bah, en tout cas, dès le début de mon projet de Slow Work, le marché international est très important pour moi. Parce que c'est aussi, quand j'étais en France, j'ai vu plein de romans graphiques, mais à l'époque, il n'y a pas autant de choses sur l'Asie. Et il y en a un peu qui sont racontés par le point de vue français ou européen. Et je me suis dit, il y a plein de choses à raconter, surtout sur l'Asie Sud-Est ou Taïwan. Ce sont des zones qui sont un peu oubliées par le monde BD. Donc, je me suis dit, il y a des choses à faire. Donc, dès le début, j'ai envie de créer des histoires et montrer en Europe, quoi. Donc, c'était déjà un but. Et donc, j'ai fait de langue et puis j'ai trouvé un très, très bon designer qui est genre top 5 de Taïwan. Donc, il a proposé d'utiliser des différents papiers d'encre spéciale pour montrer une image plus forte et montrer qu'à Taïwan, on est très fort dans l'impression. Donc, je lui donne toute la liberté. Je cherche l'argent, mais c'était dur, mais je lui laissais faire tout ce qu'il veut. Et c'est beaucoup d'organisation,
parce qu'il faut dès le début organiser toute l'histoire sont en 16 pages ou 24 ou 32. Il faut que ce soit comme ça, sinon c'est compliqué pour imprimer. Il faut toujours commencer par la page à droite, tout ça. Oui, Beaucoup de choses c'est à bon, organiser. la fabrication d'une bande dessinée, c'est beaucoup plus d'efforts que certains le pensent. Bon, donc de Monsoon, 5 numéros. Maintenant, tu explores plus le roman graphique en lui-même, mais tu n'as pas complètement quitté le collectif, puisque récemment, tu as publié ce Lunatic is the Night, pardon, avec 4 auteurs, une autre aventure. Oui, c'est une autre aventure invitée par une autre maison d'édition à la moment que je ne veux plus faire le collectif. Mais c'était une maison d'édition qui fait les poèmes et le théâtre en même temps. Donc, je trouve que ça m'a donné plein d'idées. Du coup, j'ai accepté. En fait, en une nuit, je trouvais l'idée de tout le projet, comment ça marche. Et en fait, ça fait 7 ans que je travaille dans la BD documentaire. Et j'en ai un peu marre. Non, c'est pas ça. Mais je finis par se rendre compte que certaines choses dans la réalité sont tellement surréalistes. Donc, sur certains sujets, on a besoin de raconter avec plus d'imagination et de poésie. Donc, Lunatic is the Night, le sujet, c'est l'état totalitaire. Je pense qu'il imagine m'inviter de faire quelque chose de documentaire dans l'histoire, etc. Mais je trouve que c'est pas assez intéressant et que c'est peut-être trop cruel, je sais pas. Et parce que j'ai vu leur théâtre, c'est une pièce que tu vas rentrer dans un lieu, tu vas marcher, il va se passer plein de choses. Donc tu vas vraiment ressentir la peur et la violence. On va te frapper pendant le théâtre. Donc, j'ai envie d'imaginer une bande dessinée qui te donne vachement de peur. Et du coup, comme ça, je pourrais travailler aussi avec des différents dessinateurs. Certains dessinateurs, leur style peut-être va pas très très bien avec le BD documentaire. Du coup, je peux les inviter. Du coup, on a créé une histoire. J'ai d'abord imaginé ce sera un livre collectif, mais il y a une continuation de début à la fin. On commence avec la surveillance, ensuite c'est le jugement, ensuite la tortue. Après, c'est effondrement de la humanité. À la fin, c'est effondrement de l'État. Donc, il y a vraiment une continuité comme ça. Et j'étais assez contente de la résultat. Avec la participation de Ding Paoyen, Oui. dont on a vu le documentaire tout à l'heure. Alors, dans Road to Nowhere, ça commence par il achète un billet pour nulle part. Et là Oui. aussi, il va acheter un ticket d'entrée au théâtre. Oui, c'est ça. Et c'est assez marrant son histoire. Et c'est une œuvre anticipation, en fait. Donc, ça va très, très bien avec le style de Boyen, quoi. Et puis, son personnage est toujours super angoissé. Du coup, j'ai dû demander de faire une histoire sur une angoisse sur la surveillance de l'État, en fait. Collectif, Tien Pham, tu es en plein dedans avec Boeing Comics, donc Oui. que tu as créé il y a maintenant 2 ans ou 3 ans avec une 2 amie. ans. Oui. Boeing Comics, en fait, je travaille avec une BDiste taïwanaise qui s'appelle Elani. On est les deux éditrices de cette revue. C'est aussi une revue collective de la bande dessinée. Et c'est vraiment, cette revue-là, c'est vraiment au contraire de Monsoon. Comme Préchank, elle fait plutôt des BD plutôt sérieuses, des BD reportages, BD documentaires. Mais Boeing Comics, on cherche la folie dans le dessin. On donne la liberté à l'auteur. Chaque épisode, on donne un thème et on invite plusieurs artistes qui créent une BD courte sur le même thème. À part ça, il n'y a pas de règles. Ils peuvent dessiner tout ce qu'ils veulent. Et voilà. Ça, c'est le 4e épisode. Et le sujet, c'est emoji. Du coup, Les émoticônes, oui. ouais. Et en fait, on n'invite pas seulement des BDistes. On aime bien inviter plein de différents créateurs. Par exemple,
des artistes dans différents fonds, dans différents domaines, ou les illustrateurs ou les graphic designers. Et car on voit que ça va donner des choses intéressantes si ces gens-là, ils créent une BD. Et car je crois, à Taïwan, on a un grand influencé par le manga japonais, mais on voit qu'il y a un grand nombre de jeunes artistes qui sont en train de créer la BD avec des styles différents que manga. Je crois que c'est parce que la jeune génération est née avec Internet. Ils peuvent accéder dans le monde entier. Ils peuvent être influencés ou inspirés par exemple, le comic américain ou la BD européenne ou bien les BD alternatives. Et voilà, c'est ça on est intéressé. On veut créer une revue plutôt expérimentale. Voilà. Et Peishan, du côté du roman graphique, tu travailles depuis maintenant 3 ans, il me semble, sur un projet très ambitieux, Son of Formosa. Oui, Son of Formosa suit ma direction de la documentaire. Elle est une biographie en 4 volumes, total 600 de pages. Pour le moment, on a fini 3 et on a sorti 2. Ça va tout finir l'an prochain, début de l'an prochain. Et c'est sur la vie d'un Taïwanais qui est né sur l'occupation japonaise. Ensuite, il a vécu le changement de l'État, le Terre blanche, passé son carrière dans l'édition et aujourd'hui travailler dans le domaine droits humains. Donc, à travers sa vie, on va voir toute l'histoire contemporaine de Taïwan. C'est ça le but. C'est un peu comme le fameux roman graphique important chez vous, Persepolis. C'est ça le projet. Oui, et comme il a travaillé, cette personne a travaillé en tant qu'éditeur de bande dessinée, il me semble. Est-ce qu'on y voit un petit peu aussi l'histoire de la bande dessinée à Taïwan? Oui, il y a une histoire très très importante parce que pendant, je crois, disons 20 ans, il y avait plein de censure à Taïwan. Donc c'est très très dur à créer la bande dessinée. Du coup, il y a tous les dessinateurs qui perdent leur travail. Et monsieur, il était très sage, il a trouvé une moyenne, il a fait un magazine pour les enfants. Et il a gardé moins de 20% de BD. Du coup, il n'y a pas besoin d'envoyer l'État pour surveiller le contenu. Comme ça, il a gardé beaucoup de BD importants. Est-ce qu'on aura la joie de lire Son of Formosa en français? J'espère. On est en discussion avec Japon, la France et l'Italie. Donc, j'espère que ça va sortir. On croise les doigts. Je crois que c'était lundi soir, il y a eu la remise des Golden Comics Awards, qui me semble être un moment très important dans la vie de la bande dessinée, pas que de la bande dessinée contemporaine ou alternative à Taïwan. Et cette année, pour Best Editor, on avait Lunatic is the Night, Boeing Comics et un troisième dont j'ai oublié le nom. Donc vous vous êtes retrouvés toutes les deux en concurrence pour le prix. Oui, il y avait une histoire compliquée en fait, genre dans le troisième en fait, ça s'appelle OT Diary. C'est l'éditrice de Boeing qui est l'auteur de OT Diary. Eleni, donc. Oui, et c'est éditeur chez Slowak, donc c'est l'autre éditeur de Slowak qui est nominé avec nous. Et aussi dans Lunatic is the Night, il y a un artiste qui s'appelle Array. Je l'ai trouvé dans Boeing. En lisant Boeing, je me suis dit, tiens, il va bien avec mon livre. Voilà. Donc, j'ai eu, mais je pense que c'est super important cette année. En fait, je suis nominée les 3 dernières années les meilleurs éditeurs et j'ai eu 2 fois.
Mais c'est pas pour vous dire que je suis le meilleur, pas du tout. Je pense qu'il y a un problème quand même. Ça veut dire que ça manque des éditeurs assez créatifs, innovés, qui veulent changer le marché. Mais je pense qu'avec le résultat de cette année, on voit un changement super important. Il y a une nouvelle génération qui veut faire des choses différentes, qui fait des choses plus dynamiques, et on a une approche d'éditeur qui n'a rien à voir qu'avant, quoi. Eh ben, ça nous promet des lendemains heureux. Pour conclure, Chen Fan, tu es donc à Tainan. Alors, tu m'avais confié que tu étais rentré à Taïwan pour voter au mois de janvier, et puis le mois de février est arrivé, le mois de mars, et là, tu n'es pas reparti du fait des problèmes sanitaires dans le monde, mais aussi parce que, voilà, tu t'es retrouvé à Thaïlande. Explique-nous. Oui. Oui, en fait, il y a une équipe de la préparation du musée de la BD à Taïwan qui vient d'être formée cette année. Et quand j'étais en plutôt mars ou avril, je sais plus, et j'ai vu qu'ils sont en train de chercher des gens entrer dans l'équipe. Et j'ai tenté, j'ai postulé, et voilà, maintenant je fais partie de l'équipe. Et maintenant, le musée sera à Taichung, mais pour l'instant, l'équipe de la préparation, on est avec le musée national de l'histoire de Taïwan à Tainan. Et c'est pour ça que j'habite à Tainan en ce moment. Et c'est le musée national de l'histoire de Taïwan qui nous aide à établir le musée de la BD. Et c'est une équipe très jeune. Et, comme Heshan vient de dire, il y a une époque censurée et on fait des recherches BD taïwanaises pendant l'époque là. Et aussi, mais on s'intéresse pas seulement à l'histoire, on s'intéresse aussi à la BD du monde entier. On aime bien ramener la BD internationale à tout le monde, aux Taïwanais. Et voilà, on verra qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Eh ben, c'est une très grande nouvelle. Au départ, on avait parlé de l'histoire de la bande dessinée avec Paul Gravette, et ensuite de la politique culturelle avec Didier Passamonique, et on priait, on appelait de nos voeux la création de ce musée. Donc, merci de nous l'annoncer en passant par la bande dessinée alternative. On voit que la bande dessinée, c'est un édifice constitué de plusieurs pierres et que chacun en apporte de son côté. Eh bien, merci Chen Fan, merci Pei Shan. Une dernière information, au fur et à mesure que nos webinaires étaient diffusés, de nouvelles informations nous parvenaient, et un oubli que nous avions fait, c'est que 61 Chi, dont nous avons parlé notamment après sa résidence à Angoulême, a bien été publiée en français. Elle a une publication à son nom, Elle qui se laissait dévorer, par les éditions H, publiées en ce début d'année, en janvier 2020, et nous n'étions pas au courant, nous n'en avions pas parlé, donc maintenant la chose est réparée. À chaque webinaire, et celui-ci n'y échappera pas, nous vous proposons de gagner un exemplaire d'un album. Donc aujourd'hui, c'est évidemment l'album de Pao Yending, Road to Nowhere, publié par les éditions MISMA, que nous remercions du don de ce livre. Donc la première personne, là, il faut que ce soit la première qui nous envoie un mail à 9art.taiwan@gmail.com avec pour intitulé Ding, recevra en cadeau Road to Nowhere. Merci à toutes et tous. Merci à vous deux. Merci merci à l'ambassade et merci au centre culturel taïwanais à Paris pour
l'ensemble de ces webinaires. Merci à notre partenaire ActuABD également. Merci Margoline, merci Monsieur Wang, et surtout un grand merci à Lily Chen, qui a été à l'origine de cette initiative, de ces 6 webinaires, qui était directrice du centre culturel et qui a quitté son poste. Elle est arrivée à la fin de son mandat au tout début du mois d'octobre, avant que nous commencions ces diffusions. Elle est en train de rentrer à Taïwan, donc on la salue bien fort. Merci à tout le monde et j'espère qu'on se reverra bientôt à Paris, à Angoulême, à Taipei, à Taichung, à Jérusalem, qui sait. En tout cas, eh bien de très bonnes lectures à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.